Comme pour chaque sport, les courses automobiles et le championnat du monde d'endurance, le WEC, possèdent son propre règlement. Mais même si ce championnat possède son propre règlement, les 24 heures du Mans qui fait partie de ce championnat ont leur propre règlement. Cette vidéo est faite pour vous détailler comment se passe la course des 24 heures du Mans dans le détail d'un point de vue réglementaire, ce qui est autorisé, pas autorisé, qu'est-ce qui se passe, pour que vous puissiez comprendre comment se déroule la course des 24 heures du Mans, que vous soyez sur place ou à la télé, que ce soit plus facile à comprendre. Vous êtes prêts ? C'est parti! Commençons par la base de la course. Les 24 heures du Mans, c'est une course d'endurance dont l'objectif est de faire le plus de distance en 24 heures de course pour la gagner. Depuis quelques années maintenant, il y a 62 voitures sur la grille qui sont divisées dans 3 catégories de voitures. Chaque voiture possède 3 pilotes différents qui se relaient pendant 24 heures. On va faire un petit détail de toutes les catégories. La première, la plus lente, les LM GT3. Voitures basées sur des voitures de série qui sont ultra optimisées pour la course. Les équipages sont composés d'un pilote avec le grade bronze, le plus petit, un pilote argent, puis un pilote or ou platine. Pour faire simple, les grades de pilote sont donnés selon 3 critères différents, l'expérience, le palmarès et l'âge du pilote. On a d'abord le grade bronze qui est le plus petit, le pilote argent, le pilote or et le pilote platine. Oui, c'est un peu comme dans tous les jeux vidéo de compétition. Comme vous pouvez le remarquer, vu qu'il y a un pilote bronze et argent obligatoire dans chacune des voitures de LM GT3, c'est une catégorie qui est ouverte énormément aux pilotes amateurs, ce qui fait le charme de cette catégorie d'ailleurs. Cette année, il y aura 22 GT3 au Mans pour 9 constructeurs différents. 2 Lexus, 2 Aston Martin, 2 Porsche, 2 Corvette, 2 Lamborghini, 2 BMW, 3 McLaren, 3 Ford et 5 Ferrari. 18 voitures de la catégorie viennent du WEC, 3 de l'ELMS, le championnat d'Europe d'endurance, et l'IMSA, le championnat américain d'endurance. Et une voiture n'est inscrite dans aucun championnat. Cela promet. Ensuite, on a les LMP2 pour Le Mans Prototype 2. Ce sont des équipes d'écuries privées obligatoires qui ont la même voiture et le même châssis. C'est une Oreca 07 avec un moteur Gibson. Dans cette catégorie, juste les réglages de la voiture et les pilotes changent. Les équipages sont composés d'un pilote argent, puis après c'est libre. Souvent, ce sont aussi des pilotes professionnels, gold ou platine. Par contre, certains équipages LMP2 n'ont pas en pilote argent un pilote obligatoire, ils ont un pilote bronze. Et du coup, ces voitures sont transférées dans la sous-catégorie des LMP2 Pro-Am, qui ont leur propre petite course à l'intérieur des LMP2. Cette année, on aura 16 LMP2 en tout, dont 8 LMP2 Pro-Am. Et le plateau est assez beau, il faut l'admettre. 14 des 16 LMP2 viennent de l'ELMS et 2 seulement viennent de l'IMSA. Et oui, cette catégorie n'est plus représentée au WEC depuis cette année. Et la dernière catégorie, les reines du circuit, celles qui vont gagner la course au général, les hypercars, qui ont un flot de fou. Tous les constructeurs engagés ont des voitures de fou, toutes hybrides. Tous les pilotes sont des giga-cracks ultra professionnels, qui ont des palmarès de fou. D'ailleurs, les pilotes bronze sont interdits dans cette catégorie. Sinon, le reste, vous faites ce que vous voulez. On va avoir cette année 23 hypercars qui vont se battre pour la gagne avec presque toutes des voitures équivalentes en performance. On va avoir le droit à un vrai sprint pendant 24 heures. On aura aussi, comme dans la catégorie LM GT3, 9 constructeurs différents. Une Isota Fraschini, 2 Lamborghini, 2 Toyota, 2 Peugeot, 2 Alpine, 2 BMW, 3 Cadillac, 3 Ferrari et 6 Porsche. 19 d'entre elles font le WEC et les 4 autres, une Porsche, 2 Cadillac et une Lamborghini, viennent de l'IMSA dans la catégorie GTP. Donc voilà pour les catégories et les voitures qui vont être là cette année. Mais Nathan, comment suivre la course alors qu'il y a 3 catégories de voitures différentes en même temps? Alors c'est très simple. Déjà, les catégories sont représentées par des numéros de couleurs différentes. Les hypercars ont des numéros rouges, les LMP2 des numéros bleus et les GT des numéros orange. Ensuite, sur la piste, sans écran géant et sans radio, on peut connaître le classement de la course, du moins les 3 premiers. Chaque voiture possède 3 petites lumières qui se nomment les leading lights. En gros, quand tu es premier de ta catégorie, une seule lumière s'allume. Quand tu es deuxième, 2 LED s'allument. Et quand tu es troisième, 3 LED s'allument. Ce système est assez pratique, mais est à des années-lumière de celui de l'IMSA, où on a totalement un panneau qui indique la position de la catégorie. Un jour, j'espère qu'on aura ça au WEC et aux 24 heures du Mans aussi. C'est quand même vachement pratique. D'ailleurs, vu qu'il y a plusieurs catégories présentes sur la piste, il y a donc du trafic. Le trafic en endurance est ultra important à gérer, vu que les voitures ont des performances différentes. Pour ça, il y a juste une règle. Les voitures qui se font doubler ne bougent pas de leur ligne de course, c'est aux voitures les plus rapides de se débrouiller et de se faufiler entre les retardataires. Des fois, ça donne des images assez impressionnantes. Passons maintenant aux arrêts au stand où là c'est un peu plus compliqué. Non, ce n'est pas du tout comme en Formule 1 où tu changes 4 pneus en 2 secondes. C'est totalement différent. Les arrêts au stand en endurance sont un peu plus compliqués à mettre en œuvre, mais je suis là pour tout vous expliquer. Déjà, on va mettre au point le terme de relais. Un relais, c'est l'espace entre 2 arrêts au stand. Souvent, aux 24 heures, un relais dure environ 12 à 13 tours, même si cela peut varier. Ça dure environ entre 45 et 1 heure. Un même pilote peut effectuer plusieurs relais de suite sans sortir de la voiture. On a
appelle ça un double relais, un triple relais, un quadruple relais, etc., etc. Il y a deux phases différentes pendant un arrêt au stand en endurance, il y a le ravitaillement et l'intervention. Pendant le ravitaillement, on a une personne qui a pour mission de remettre de l'essence dans la voiture. Bah oui, on peut pas faire 24 heures de course avec un seul plein. Pendant ce temps-là, 4 mécaniciens maximum peuvent effectuer les tâches suivantes. Nettoyer la voiture, ou du moins les zones importantes, les phares, les numéros, les leading lights, le pare-brise, contrôler visuellement les pneus, les freins pour voir si tout va bien, sans avoir l'autorisation d'y toucher. C'est aussi pendant cette phase que l'on peut changer de pilote. On a souvent un dernier mécanicien qui aide le pilote à s'installer, voire même le pilote qui vient d'en sortir. Les harnais, la gourde, très important la gourde, les câbles radio, etc. Pendant la phase de ravitaillement, il est interdit aux mécaniciens de changer quelque chose ou de toucher autre chose sur la voiture. C'est interdit. C'est pour cela que dès que le mécanicien qui a fini de mettre de l'essence enlève son tuyau, là ça part, on est donc sur la phase d'intervention. Là, comme pour la phase de ravitaillement, 4 mécaniciens maximum peuvent intervenir sur la voiture. Et là, on peut tout changer. Les pneus, les plaquettes de frein, le nez de la voiture, on peut tout faire. On peut aussi changer 1, 2, 3 ou 4 pneus, c'est selon les stratégies de chacun. D'ailleurs, si jamais on veut faire 2 pneus durs à droite et 2 pneus médiums à gauche, eh bien c'est possible aussi. C'est vrai que certains circuits demandent du travail précis sur différents pneus. Par exemple, si on prend le circuit de Portimao, le dernier virage qui est un long virage à droite demande énormément de travail sur les pneus gauche. Donc c'est un circuit qui demande de changer plus souvent les pneus gauche que pneus droit. Une fois que l'intervention est finie, que tous les mécaniciens et que tous les éléments changés ne sont plus sur la zone de travail, la voiture peut repartir. Un arrêt au centre en endurance, ça dure plus d'une minute. Il faut donc pas du tout se louper, que ce soit sur la stratégie ou même dans l'intervention en général. Il faut trouver la meilleure stratégie possible. Et vu que les pneus sont changés après le ravitaillement, eh bien il faut faire attention à le changer les moins possible, parce que rien que le changement de pneus, ça dure entre 20 à 25 secondes, ce qui fait qu'on perd énormément de temps. Et oui, quelle est la meilleure stratégie entre être ultra agressif sur la piste et donc gagner du temps sur la piste, mais du coup devoir changer des pneus plus souvent et donc perdre des temps sur la piste, ou est-ce qu'il faut conserver ses pneus et donc être moins performant sur la piste pour pouvoir changer moins le pneu possible et donc gagner plus de temps dans les stands? Quelle est la meilleure stratégie? Et bah ça on peut pas le savoir, on peut le savoir qu'à la fin de la course. La partie stratégie en endurance est folle, surtout qu'au WEC et au Mans, les pneus n'ont pas de couverture chauffante. C'est au pilote de les chauffer. Donc les premiers tours se font au ralenti pour chauffer la gomme correctement. Cette année, dans la nuit, je l'annonce, ça va être un carnage. Pour le plus grand plaisir de nos yeux, bien sûr. Maintenant, vous savez comment fonctionne un arrêt au stand au WEC. Passons maintenant au plus gros morceau, les interventions de sécurité. Et là, c'est un bordel. Le bordel, c'est à cause de la taille et de la disposition du circuit. 13 km 626 de long, presque entièrement entouré de forêts, sur des routes départementales. C'est compliqué pour intervenir. Et surtout, ça fait un peu chier de sortir la safety car alors qu'il y a un tout petit accident sur une toute petite zone de la piste. C'est pour ça que l'ACO a créé différents systèmes. Et le premier système s'appelle la slow zone. En gros, le circuit est divisé en plusieurs zones. On imagine qu'il y a un accident ici. Alors toute la zone dans laquelle il y a l'accident est en slow zone. Les voitures sont limitées à 80 km/h pour la sécurité des commissaires qui interviennent dans la zone. Le reste du circuit est au vert et les voitures peuvent rouler normalement en rythme de course et se doubler. Si jamais il faut intervenir sur plusieurs endroits, sur plusieurs différentes zones, au lieu de mettre plusieurs slow zones, on fait un full coursiello. En gros, c'est les règles de la slow zone, mais sur l'entièreté du circuit. Donc tout le circuit est limité à 80 km/h. Pendant cette phase, il est interdit de rentrer au stand. Impossible. Sauf si vraiment on doit rentrer au stand, mais on a le droit qu'à 5 secondes de ravitaillement. Et après, il faudra y retourner dès que la course passera au vert. Mais cette année, il y a une variante qui s'appelle la Virtual Safety Car. En gros, c'est comme un full coursiello où la piste est limitée à 80 km/h et qu'il est interdit de se doubler sur toute la course. Mais cette fois-ci, les stands sont ouverts pour tout le monde. Et surtout, à la fin de la Virtual Safety Car, à la place de passer directement au vert comme à la full coursiello, on passe par une phase de safety car. Alors vu que le circuit est long, il n'y a pas une, pas deux, mais 3 safety cars qui sont dispersés sur le circuit. La safety car A sur la ligne droite de départ, la B à la sortie de la chicane Daytona et la C après harnage. Elles entrent sur le circuit indépendamment de la position du leader, contrairement à la Formule 1. Pendant cette phase, les stands sont ouverts. Par contre, tu dois attendre le passage de la prochaine safety car pour pouvoir sortir. On rappelle bien sûr qu'il est strictement interdit de se dépasser sous la safety car. Ensuite, une fois que les dangers sont réparés, on peut entamer la deuxième phase de safety car qui s'appelle le merging. Pour faire simple, le merging, c'est quand la safety car B et C sortent de la piste et donc toutes les voitures qui étaient derrière cette safety car vont rejoindre la safety car A pour que toutes les voitures restantes en course soient derrière la seule et même safety car. Pendant la phase de merging, les stands sont fermés. Il est interdit d'y aller. Sauf s'il y a des dégâts ultra importants sur ta voiture et que la direction de course t'autorise à rentrer au stand pour tout réparer. Une fois que toutes les voitures sont derrière la même safety car, on peut entamer la dernière procédure qui est le pass around. Cette initiative qui date de l'année dernière permet à certaines voitures qui étaient désavantagées de reprendre un avantage par rapport aux autres. En effet,
toutes les voitures qui, dans la file de safety car, se retrouvent entre la safety car et la voiture leader de sa propre catégorie peuvent dépasser la safety car et aller le plus vite possible derrière la voiture de sécurité. Bien sûr, il est toujours interdit de dépasser les voitures pendant cette phase, même si une hypercar est bloquée derrière une GT3. Cela permet aux voitures qui allaient se prendre un tour de récupérer leur tour de retard et donc de rester dans la course. Alors attention, si tu es une voiture qui a un tour de leader de ta catégorie et que dans la file de la safety car tu es derrière elle, tu n'as pas le droit de faire le pass around. Il faut être entre le safety car et le leader de ta catégorie, quel que soit le nombre de tours de retard que tu as. Donc ce n'est pas comme en Formule 1. Une fois que tout le monde est revenu, on peut relancer la course à 100% de sa capacité. Et bien voilà, je pense que vous avez toutes les informations pour comprendre ce qui va se passer aux 24 heures du Mans. J'espère que vous avez tout compris et j'espère que je vous ai été utile. Et bien sûr, j'ai essayé de faire au plus simple pour que le plus de monde puisse comprendre. C'est normal que j'ai un peu simplifié certaines choses, certaines règles et utilisé des termes assez simples. La seule chose qui vous manque réellement, c'est quelles sont en détail les 62 voitures qui vont participer aux 24 heures du Mans cette année. Alors je vous annonce aujourd'hui que le dimanche 26 mai à 20h, on se retrouve en live sur cette chaîne YouTube, comme l'année dernière, pour détailler toutes les voitures qui vont participer aux 24 heures du Mans cette année. On se retrouve donc le 26 mai à 20h pour pouvoir voir en détail cette liste des engagés. Et puis bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos bien sûr. Merci encore pour le soutien et n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, ça me fait ultra plaisir. Portez-vous bien, la bise.